Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube académique Canal BIA. Vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder et nous vous en remercions. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre projet. La magnifique vue qui se déroule à l'écran vous donne sans doute une idée du contenu de cette émission. Et oui, il s'agit de l'atmosphère de notre belle planète bleue, la Terre, comme on peut l'admirer depuis la Station spatiale internationale. En effet, c'est bien dans l'atmosphère qu'évoluent nos aéronefs. Il est donc important de l'étudier en détail. Cette émission sera présentée par Véronique Lelouard, professeure de physique-chimie au collège de Pia, dans les Pyrénées-Orientales, qui est aussi notre coordonnatrice départementale pour les actions de l'aéronautique et de l'espace dans ce département. Vous y entendrez aussi les explications du commandant de bord Éric Weber, pilote Air France en retraite, qui cumule des milliers d'heures de vol long courrier sur Boeing 777. Alors, dans cette première émission sur l'atmosphère, qui fait partie dans le programme du BIA du domaine 1, météorologie, aérologie, nous pencherons sur la composition de l'atmosphère, les notions de pression, de température, de masse volumique, qui sont des notions de physique générale, mais que nous appliquerons dans ce domaine. Nous définirons ce qu'on entend par atmosphère standard et nous passerons en revue quelques instruments de mesure principaux dédiés donc à l'atmosphère terrestre. Véronique, c'est à toi. Concernant cette première partie sur l'atmosphère, nous allons d'abord étudier sa composition. Pour la décrire, il faut trois grandeurs macroscopiques, la température, la pression atmosphérique et la masse volumique. Dans le domaine aéronautique, il faut définir une atmosphère de référence, donc une atmosphère standard. Et enfin, nous finirons par les instruments de mesure qui permettent de mesurer ces grandeurs. L'atmosphère est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre et qui est composée de plusieurs espèces chimiques, sur quelques centaines de kilomètres. Ces espèces chimiques sont attirées par la Terre à cause de la gravité, car elles ont une masse. C'est bien la gravité qui retient cette atmosphère autour de la Terre. L'atmosphère est divisée en plusieurs couches. En partant de la surface de la Terre, on trouve la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. La fine couche de séparation entre la troposphère et la stratosphère s'appelle la tropopause, aux environs de 11 km d'altitude sous nos latitudes. C'est dans la première couche, la troposphère, que se trouve la majeure partie de la masse atmosphérique. Elle contient presque toute la vapeur d'eau. Les premières centaines de mètres de la troposphère sont le lieu de nombreux échanges de matière, de chaleur ou de quantité de mouvement avec la surface. La troposphère est aussi la couche dans laquelle ont lieu la plupart des phénomènes météorologiques. Il est difficile de définir une épaisseur pour l'atmosphère. Une définition a été adoptée par la Fédération aéronautique internationale. La séparation entre l'atmosphère et l'espace, nommée ligne de Kármán, est située à 100 km d'altitude. On considère qu'au-delà de cette altitude, les interactions entre un objet en mouvement et l'atmosphère sont négligeables. L'air est un mélange de plusieurs gaz et la composition chimique est relativement homogène. Du niveau de la mer jusqu'à 8000 mètres d'altitude, les proportions seront quasiment identiques. Nous trouverons 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'autres gaz. On peut décrire l'atmosphère à l'aide de trois grandeurs macroscopiques: la température, la pression atmosphérique et la masse volumique. En 1898, c'est un ballon sonde qui a permis de connaître l'évolution de la température en fonction de l'altitude. Dans les premiers kilomètres, la température décroît, mais au-delà d'environ 10 km, elle cesse de décroître et finit même par augmenter. La poursuite des explorations en ballon sonde a révélé en fait une succession de régions dans lesquelles la température augmente ou diminue avec l'altitude. Dans la troposphère, la couche la plus proche de la surface de la Terre, la température diminue lorsque l'altitude augmente. Cette température est de 15 degrés Celsius à la surface de la Terre et atteint moins 56 degrés Celsius à 10 000 mètres d'altitude. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la troposphère, la température diminue de moins 2 degrés tous les 1000 pieds ou de moins 6,5 degrés Celsius tous les 1000 mètres. En France, la mesure des températures est établie en degrés Celsius, mais l'unité internationale de température est le Kelvin.
Pour calculer les kelvins, il faut ajouter au degré Celsius plus 273,5. Le zéro absolu, donc le 0 Kelvin, correspond donc à moins 273,5 degrés Celsius. La tropopause sépare la troposphère de la stratosphère. Elle se situe en moyenne à 10 000 mètres d'altitude, là où l'on observe la première cassure dans le profil de température. L'épaisseur de la tropopause varie. À l'équateur, elle est 3 fois plus épaisse qu'au pôle. La tropopause marque l'entrée dans une couche d'inversion de température, c'est-à-dire que la température se met à augmenter avec l'altitude. On atteint alors 0 degré à 50 km d'altitude. La couche atmosphérique associée à cette inversion de température s'appelle la couche d'inversion. La température évolue au cours d'une journée. Elle est minimale 20 minutes après le lever du soleil, puis augmente jusqu'en milieu d'après-midi, pour finalement diminuer avec la baisse de l'ensoleillement. Nous allons maintenant nous intéresser à la pression atmosphérique, une deuxième grandeur macroscopique. L'air proche de la surface de la Terre est comprimé par l'air qui se situe au-dessus de lui. La pression atmosphérique est donc le poids de la colonne d'air s'étendant jusqu'à la limite supérieure de l'atmosphère, au-dessus d'une surface de 1 m². L'unité de la pression atmosphérique est le pascal. C'est la force exercée sur une surface de 1 m². En météorologie, on préfère utiliser l'hectopascal que le pascal. Plus on se lève dans l'atmosphère, plus le poids de la colonne d'air située au-dessus du lieu diminue. La pression est donc maximale au sol et diminue avec l'altitude. Comme l'indique ce schéma, au niveau du sol, la colonne d'air est plus importante, la pression est plus importante. Si je monte en haut du sommet, la colonne d'air est moins importante, la pression est moins importante. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que dans les basses couches de l'atmosphère, la pression diminue de 1 hectopascal tous les 28 pieds ou encore 1 hectopascal tous les 8,5 mètres. On distingue différents champs de pression. L'anticyclone, la dépression, le marais, les isobars, la dorsale et le talweg. L'anticyclone désigné par la lettre A est une zone de haute pression. La dépression désignée par la lettre D est une zone de basse pression. Le marais est une zone où la pression n'a pas de grands changements significatifs. Les isobars sont des lignes d'égale pression. Ensuite, nous trouvons la dorsale qui est une crête de haute pression, tandis que le talweg est une vallée de basse pression. La dernière grandeur macroscopique est la masse volumique. La masse volumique caractérise la masse contenue dans un volume de 1 m3. La masse volumique se mesure en kg par mètre cube. Elle se note ρ. Elle se calcule donc en divisant la masse par le volume. L'air est un gaz compressible, et donc sa masse volumique est fonction de la température, de la pression et aussi du taux d'humidité. Comme l'indique cet exemple, quand la température diminue, la masse volumique augmente. En effet, Véronique, on peut tirer une information extrêmement importante à partir de ce tableau. La masse volumique de l'air diminue quand la température augmente. Comment peut-on l'expliquer? Pour répondre à cette question, on va se placer à l'échelle microscopique. Dans cette première simulation réalisée à basse température, vous pouvez observer le comportement des molécules dans une enceinte de volume donné. La masse volumique à cette température correspond à la masse de l'ensemble des molécules divisée par le volume de l'enceinte. Si j'augmente la température, vous constatez que le nombre de molécules diminue dans l'enceinte. Donc, la masse volumique diminue puisque le volume de l'enceinte n'a pas changé. C'est la raison pour laquelle, dans l'atmosphère, les masses d'air chaude ont tendance à monter, les masses d'air froid ont tendance à descendre. C'est aussi ce qui explique qu'une montgolfière peut s'élever dans l'atmosphère puisque l'air à l'intérieur du ballon est plus chaud que l'air à l'extérieur. Tout à fait, Dominique. Et d'ailleurs, je vous propose une expérience pour illustrer ce phénomène. Nous utilisons de l'eau à la place de l'air pour que ce soit plus visible, mais les phénomènes sont les mêmes. Nous avons rempli 2 vases avec de l'eau. Dans le vase de gauche, l'eau est à une température de 19 degrés Celsius. Dans le vase de droite, l'eau est à une température de 60 degrés Celsius. Nous avons gonflé 2 ballons avec de l'eau. Les 2 ballons ont été introduits dans chaque vase. Nous patientons quelques secondes
afin que le ballon bleu se mette à la température de 19 degrés Celsius et que le ballon rouge se mette à une température de 59 degrés Celsius. Nous allons maintenant intervertir les ballons. Observons maintenant le comportement de chaque ballon. Le ballon rouge qui représente la masse d'eau chaude dans un milieu froid et le ballon bleu qui représente la masse d'eau froide dans un milieu chaud. La masse d'eau chaude a tendance à remonter dans un milieu froid et la masse d'eau froide a tendance à descendre dans un milieu chaud. Nous pouvons observer le même phénomène avec des masses d'air, ou bien comprendre le principe du ballon à air chaud. Les trois grandeurs physiques que nous venons de voir sont fondamentales pour déterminer la performance d'un avion. La pression statique, la température et la masse volumique. C'est pourquoi, dès 1915, s'est imposée dans les instances aéronautiques la nécessité de définir une atmosphère de référence appelée atmosphère standard. La pression est donc de 1013 hectopascales au niveau de la mer, la température est de 15 degrés Celsius et la masse volumique de l'air est de 1,225 kg par mètre cube. Nous avons vu que la tropopause est la couche qui sépare la troposphère de la stratosphère. C'est donc le lieu où la température cesse de décroître au fur et à mesure que l'altitude augmente. La température devient alors constante, voire en légère augmentation. L'atmosphère standard, qui est un modèle mathématique développé par les scientifiques à travers d'observations qui ont été faites par les ballons sondes, situe la tropopause, donc à environ 11 km, et une température de moins 56 degrés. Mais dans la vraie vie, est-ce qu'un pilote a déjà rencontré l'atmosphère standard? Eh bien, jamais. Jamais l'atmosphère n'est tout à fait conforme à ce modèle mathématique, au demeurant bien pratique pour étudier l'atmosphère et concevoir certains instruments, comme par exemple l'altimètre. En effet, en un lieu donné, la position de la tropopause, c'est-à-dire son altitude, varie chaque jour en fonction de la masse d'air, plus ou moins chaude. Elle sera plus ou moins élevée. Alors, est-ce un phénomène important? Est-ce que cette connaissance est importante pour un pilote? Et oui, bien sûr. Elle est importante à plusieurs titres. 3 éléments météorologiques sont concernés par cette tropopause. Les jet streams, qui sont des courants de vent forts, les orages type cumulonimbus et la turbulence en ciel clair. Nous avons observé que les jet streams, qui sont des courants de vent forts, que nous étudierons plus tard, pouvant atteindre des vitesses de l'ordre jusqu'à 300 km/h, sont des éléments importants dans la conduite d'un vol. Pourquoi? Parce que, suivant la route que l'on observe, il est évident qu'il vaut mieux avoir un jet stream favorable que défavorable. Mais si par malheur le jet stream se trouve être face à notre route, il peut être intéressant à ce moment-là soit de descendre en dessous, mais la consommation va augmenter, soit, si les performances de l'avion le permettent, de monter au-dessus du jet stream, mais ceci implique de monter au-dessus de la tropopause. Et nous verrons pourquoi il faut prendre certaines précautions. De même, nous avons vu que les cumulonimbus peuvent se développer verticalement jusqu'à la tropopause et dans certaines régions d'ailleurs même passer légèrement au-delà de la tropopause. Alors ces nuages, nous verrons qu'ils sont dangereux parce qu'ils contiennent en eux des turbulences verticales, des ascendances verticales phénoménales, donc qui sont un danger pour la résistance de l'avion. Également des grêlons qui sont un danger pour la carlingue,
et la foudre également. Donc il peut être intéressant soit de passer au-dessus du cumulonimbus, si l'avion en a la capacité, soit à ce moment-là, il faudra le contourner, sachant qu'il n'est pas possible de passer soit dans le cumulonimbus, soit en dessous. Le troisième élément que l'on peut rencontrer, le troisième phénomène que l'on peut rencontrer à l'approche de la tropopause, ce sont les turbulences en ciel clair. Ce sont des turbulences qui ne sont matérialisées par aucun nuage, comme son nom l'indique, et qui souvent sont dues à des frottements de vent fort, et se trouvent donc être proches des jet streams et proches de la tropopause. Donc, vous voyez que la connaissance de la tropopause est un élément fondamental pour la sécurité du vol et le confort des passagers lors d'un vol commercial. Alors, quelles sont les alternatives qui s'offrent au pilote pour savoir s'il peut ou pas monter au-dessus de la tropopause? Eh bien, tout simplement, nous avons vu que la température reste constante, voire augmente en passant au-dessus de la tropopause, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus nous montons, et moins l'air est porteur, moins l'air est dense. Donc, cette densité qui diminue et cette température qui augmente peuvent avoir des effets principalement sur deux éléments du vol. Le premier élément, c'est la portance de l'avion. Pour qu'un avion soit porté par ses ailes, il faut que l'air sur lequel les ailes reposent soit suffisamment dense. Or, nous venons de voir qu'en montant au-dessus de la tropopause, l'air à la fois se réchauffe et la densité diminue. Donc, monter au-dessus de la tropopause peut être quelque chose de difficile si l'aile atteint ses limites de performance en fonction de la masse instantanée de l'avion. La deuxième chose, c'est que les moteurs ingurgitent de l'air qui est comprimé puis rejeté après explosion, et que plus cet air est dense, plus la poussée d'un moteur sera importante. Or là, si nous passons au-dessus de la tropopause, l'air devient moins dense, devient plus chaud, et le moteur absorbera des quantités d'air moins importantes et aura donc des performances de poussée moins importantes. Donc, il y a deux phénomènes qui se conjuguent en passant au-dessus de la tropopause. C'est la portance qui diminue et la poussée qui diminue. C'est pour ça qu'il faut que le pilote soit toujours très conscient des performances de son avion en dessous et au-dessus de la tropopause avant de décider d'augmenter son altitude. Continuons cette première partie avec les instruments de mesure. Tout d'abord la girouette. La girouette indique la direction du vent et son origine cardinale. Autre instrument de mesure, l'anémomètre. Il mesure la vitesse du vent. L'unité internationale de la vitesse est le mètre par seconde, mais en aéronautique, nous utilisons le nœud. Le nœud, qui est une unité de vitesse, correspond à 1 000 nautiques par heure, c'est-à-dire une distance parcourue par heure. Un nœud est donc égal à 1,852 km/h, ce qui correspond environ à 0,5 mètres par seconde. Une manche à air donne une estimation de la vitesse du vent et sa direction. Chaque bande rouge blanche indique 5 nœuds de vent. Le thermomètre indique la température et se trouve aussi parmi les instruments de bord d'un avion. Le baromètre, lui, mesure la pression atmosphérique et comme vu tout à l'heure, il la mesure en hectopascal. Pour terminer ces instruments de mesure, voici l'hygromètre. Il mesure l'humidité relative de l'air. Ces appareils utilisent la température de condensation de la vapeur d'eau, encore appelée point de rosée. Pour s'entraîner, désormais, quelques questions. La première, l'appareil servant à mesurer l'orientation du vent s'appelle une rose des vents, un anémomètre, une girouette ou un transmissomètre. Comme vous avez bien retenu tout ce qui s'est dit avant, effectivement, c'était la girouette. Deuxième question. Selon l'atmosphère standard, le gradient de température en s'élevant en altitude dans les basses couches de l'atmosphère est de plus 2 degrés Celsius par 1000 pieds, plus 2 degrés Celsius par 1000 mètres, moins 2 degrés Celsius par 1000 pieds ou moins 2 degrés Celsius par 1000 mètres.
La réponse est bien entendu moins 2 degrés par 1000 pieds. Troisième question pour s'entraîner. Les météorologistes mesurent la vitesse du vent avec une girouette, petit b un machmètre, petit c un tachymètre ou petit d un anémomètre. La réponse étant petit d un anémomètre. Question 4, qui demandera un petit peu de calcul. À 2800 pieds d'altitude, en atmosphère standard, on mesure une pression de l'ordre de petit a 1013 hectopascal, petit b 913 hectopascal, petit c 280 hectopascal ou petit d 500 hectopascal. La réponse est donc 913 hectopascal, puisque l'on perd 1 hectopascal tous les 28 pieds. Or, 2800 pieds, c'est 100 fois plus. Donc nous perdons 100 fois plus, c'est-à-dire 100 hectopascal à 2800 pieds. Comme la pression standard est de 1013 hectopascal au niveau de la mer, il faut donc enlever 100 hectopascal, puisque nous le perdons avec l'altitude, et nous nous retrouvons donc avec 913 hectopascal à 2800 pieds. Dernière question pour s'entraîner, la température au sol est de 15 degrés et le gradient de température est standard. La température à l'altitude de 6000 pieds sera donc de moins 10 degrés Celsius, petit a, petit b 0 degrés Celsius, petit c 3 degrés Celsius et petit d moins 17 degrés Celsius. La réponse est donc 3 degrés Celsius puisqu'on perd 2 degrés Celsius tous les 1000 pieds. Donc 6000 pieds, c'est 6 fois plus. On perd donc 6 fois plus de degrés Celsius, c'est-à-dire 12 degrés. La température standard au niveau du sol étant de 15 degrés Celsius, il faut en enlever 12 puisque nous perdons de la température avec l'altitude. Nous aurons donc 3 degrés Celsius à 6000 pieds.